Depuis cette année, un événement assez inquiétant a dû faire le tour de votre fil d'actualité, partagé massivement par les médias, mais aussi par divers organismes scientifiques, concernant l'état actuel de la Grande Barrière de Corail. Car notre petite merveille du monde a pris très cher ces derniers mois, se voyant amputée d'une grande partie de ses coraux, et beaucoup se questionnent sur les conséquences de ces pertes, et sur la possible disparition de toute la barrière. Naturellement, il se pose alors deux questions. Cela est-il envisageable, et si oui, comment l'empêcher, voire peut-être même la reconstruire? Et pour répondre à cela, il va nous falloir découvrir en détail comment une telle construction naturelle a pu finir par apparaître dans nos océans. Pour ceux ne connaissant pas cet endroit, la Grande Barrière de Corail est l'un des plus beaux bijoux de nos océans, regroupant plus de 2900 atolls et répartis sur plus de 300 000 km². Abritant une diversité biologique incroyable, ce lieu est considéré comme la plus grande structure vivante de notre planète, visible même depuis l'espace. Car oui, tout ceci est bien vivant, construit étape par différents organismes que l'on appelle les coraux, pouvant former des complexes mi-animal, minéral et végétal avec d'autres espèces. Quand on regarde derrière leur squelette, il y a pas mal de choses intrigantes. Comment sont-ils formés? Pourquoi cette couleur? Et que sont tous ces petits trous à leur surface? Tout autant de questions qui méritent une réponse dans cet épisode. Pour commencer, il faut savoir que le corail est bien un animal, soyons clairs là-dessus. Souvent confondu avec de la pierre ou une plante, celui-ci appartient à la famille des cnidaires et peut se reproduire de diverses manières selon les espèces. Par exemple, pour certaines d'entre elles, celles-ci expulsent de manière synchronisée toutes leurs cellules sexuelles directement dans l'eau, ceci pouvant être très impressionnant en fonction du nombre de coraux. Et pour ce qui est de la Grande Barrière, cette libération peut durer jusqu'à 6 jours d'affilée, ce qui fait un paquet de sperme corallien. Une fois ces cellules libérées et fécondées, une larve va alors se former avant de se fixer sur un support pour se transformer en une forme que nous avons déjà vue ensemble, un polype. Ce qu'il faut comprendre alors, c'est que le corail, en tant qu'animal, ne correspond qu'à cette petite créature pourvue de tentacules. Ce qui amène aussi la question suivante, comment cet être d'à peine 3 mm peut donner lieu à des structures de plusieurs tonnes? Et bien une fois fixé, notre polype va commencer l'élaboration d'une protection externe, un exosquelette, formé à partir de minéraux calcaires captés directement dans le milieu marin. Au fil de la capture de ce matériau, il va alors se construire une logette dans laquelle il pourra se rétracter en cas de besoin et qui continuera à grandir tant que celui-ci fixera cet élément. Du coup, dans cette situation, on se retrouve alors avec un animal se construisant un socle minéral, ce qui va être à la base de la formation de toute la colonie. Car oui, par la suite, on ne va pas rester avec un seul individu, mais une multitude d'animaux. Puisqu'une fois sa logette terminée, notre polype va alors commencer à se diviser pour former un second animal, grâce à un mode de reproduction appelé le bourgeonnement, permettant l'apparition d'autres individus autour du premier originel. Et ça, c'est exactement ce qui va donner lieu aux différentes formes de coraux, en boule, en terrasse ou en branche, en fonction de la disposition de ces autres individus. Car qui dit autres animaux, dit autre fixation de minéraux marins, ceux-ci formant alors au fil du temps d'autres logettes, grandissant elles aussi pour former d'autres branches. Et ainsi de suite, en répétant ce processus de nombreuses fois, on se retrouve alors avec toute une colonie de polypes, construisant leur socle dans différentes directions, ceci formant alors une grande base minérale, qui est celle que nous voyons à notre échelle. Donc finalement, ce n'est pas vraisemblablement le corail qui grandit, mais plus sa colonie d'organismes fixant de plus en plus de parois calcaires au fil du temps. Mais là, il nous manque encore un élément, parce que ce matériau, il est blanc, ce qui n'est pas le cas des récifs, sauf lorsqu'ils sont en train de mourir, ce qui nous indique bien qu'il doit y avoir quelque chose les recouvrant lorsque tout va bien. Et cette chose, c'est tout simplement notre partie végétale des microalgues. Car oui, notre corail abrite en son sein de minuscules organismes végétaux, que l'on appelle des zooxanthelles, et qui grâce à leurs pigments le colorent de diverses manières. Mais celles-ci sont surtout d'importants partenaires pour certains coraux, car ne pouvant parfois subvenir à leurs besoins seuls, la production de nourriture par ces plantes devient alors une aide essentielle. D'autre part, les zooxanthelles peuvent alors utiliser divers déchets produits par le corail afin de survivre, une relation donc donnant-donnant que l'on appelle une symbiose. Cet ensemble animal, minéral et végétal constitue alors la base de la colonie corallienne, et qui pourra, dans certaines conditions, donner lieu à toute une barrière. Sans rentrer dans les détails, il faut savoir que notre planète a subi par le passé une alternance de périodes glaciaires, ayant d'énormes conséquences sur le milieu marin, puisqu'en formant d'immenses quantités de glace, ces changements climatiques ont provoqué des baisses spectaculaires du niveau de la mer tout autour du globe. Ainsi, des zones actuellement immergées se sont alors retrouvées à l'air libre, détruisant au passage tous les écosystèmes marins présents dans ces lieux.
Et c'est précisément ce qui est arrivé au nord-est de l'Australie, abritant notre grande barrière corallienne, qui durant ces périodes se transformait en de larges plaines terrestres, sans la moindre goutte d'eau salée. Dans ces cas-là, les colonies de coraux étaient donc décimées, ne laissant place qu'à leurs squelettes se retrouvant ainsi en surface. Mais par la suite, lors des fins de ces périodes glaciaires, marquant le retour du niveau de l'océan à la normale, de nouveaux coraux pouvaient alors venir se former sur les vestiges des anciens. Au fur et à mesure de la remontée de l'eau, ces coraux finiront alors par mourir et renaître en s'empilant de génération en génération. Et c'est précisément ce phénomène qui est à l'origine de la Grande Barrière de Corail, un enchaînement de destruction et de reconstruction variant en fonction du niveau de l'eau. De ce fait, la majeure partie de celles que nous connaissons aujourd'hui n'est en fait apparue qu'il y a entre 6000 et 8000 ans, lors de la dernière fonte des glaces, ceci permettant la croissance de nouveaux coraux à cet endroit. Mais alors si on se retrouve avec un cycle naturel de régénération des récifs, pourquoi aujourd'hui les règles du jeu semblent-elles changer ? Eh bien, il faut savoir que ces animaux sont extrêmement sensibles aux variations de leur environnement, que cela soit au niveau de la quantité de lumière reçue ou encore de la température de l'eau. Si cela se produit, le corail subira alors un lourd stress interne, l'obligeant à expulser toutes ces petites algues, et sans leurs pigments, plus de couleur. On parle alors de blanchiment de récif. À partir de ce moment, une véritable course contre la montre commence. Si les conditions reviennent à la normale rapidement, les algues pourront revenir elles aussi, mais dans le cas contraire, cela peut condamner toute la colonie. Et cela s'explique tout simplement par l'absence de nourriture produite par les zooxanthelles, obligeant le corail à faire la diète, jusqu'à parfois en mourir. En fait, il faut essayer de voir ça comme une espèce de grande famine sous-marine. Parmi les causes de ce stress, on retrouve en première ligne le réchauffement climatique, la pollution humaine ou encore l'acanthaster, une étoile de mer dévoreuse de récifs. Tout autant de menaces possibles en constante augmentation aujourd'hui. Car ce qui a inquiété la communauté scientifique cette année, c'est que cet épisode de blanchiment massif a fait suite à un autre tout aussi important s'étant produit l'année dernière. Ainsi, la Grande Barrière, blessée 2 années de suite, n'a pu régénérer l'ensemble de ses effectifs, ceci permettant à d'autres organismes de venir s'installer sur les territoires abandonnés par les coraux. Si on résume, on se retrouve donc avec des phénomènes détruisant le corail, tout en l'empêchant de reconquérir ses anciens habitats, des phénomènes qui plus est en constante augmentation. Du coup, oui, si cela continue de façon exponentielle, la Grande Barrière pourrait bien finir par totalement disparaître. Mais vu que ce n'est pas la première fois, et qu'elle s'est déjà régénérée à la suite d'événements bien plus violents, est-ce vraiment une fin en soi ? Eh bien, comme dit précédemment, ce lieu est avant tout un énorme refuge pour un bon nombre d'espèces. Ainsi, même si celui-ci réapparaît naturellement à la suite de sa destruction, il n'en est pas aussi sûr pour toutes les formes de vie qu'il contenait, et en cela, sa disparition constitue une perte biologique considérable. Pour revenir à la barrière, plusieurs organismes australiens ont d'ores et déjà commencé une sorte de banque ADN de la plupart des espèces coralliennes, afin de former de véritables arches de Noé des temps modernes, permettant peut-être dans le futur de réintroduire ces animaux. Après bien sûr, la disparition d'espèces est une chose courante sur notre planète, mais néanmoins, il est important de reconnaître notre part de responsabilité dans ce processus. En limitant le réchauffement climatique ou la prolifération d'espèces dangereuses pour le corail, il est alors envisageable de pouvoir inverser la tendance. Rien n'est encore écrit, et tout reste à faire. Il est donc important d'en parler et de tout faire pour empêcher cela, tout en gardant à l'esprit que même si la Grande Barrière de Corail finissait par être totalement détruite, celle-ci pourrait peut-être renaître dans quelques siècles, comme elle l'a fait durant des millions d'années.